Il y a une phrase que les contrôleurs de vol de la NASA attendaient depuis des décennies. Une phrase qui n'avait été prononcée dans aucune mission lunaire depuis décembre 1972. Une phrase que le directeur de vol Jeff Radigan a entendue à 20h07, ce vendredi 10 avril, lorsque la voix de Red Wiseman a brisé 6 minutes de silence absolu depuis le Pacifique. Houston, integrity. We have you loud and clear. We are stable. 4 green crew members. 4 membres d'équipage en vert. Mission accomplie. Cette histoire est celle, racontée dans son intégralité, de ce qui s'est passé ce vendredi-là. Depuis le moment où la capsule Integrity s'est séparée du module de service européen au-dessus de l'océan Pacifique, jusqu'à l'instant où les 4 astronautes d'Artemis II ont posé leurs pieds sur le pont de l'USS John P. Murtaugh par leurs propres moyens, sans aide, après 10 jours dans l'espace profond. Avec les chiffres réels, les déclarations réelles, les problèmes réels que personne ne raconte avec suffisamment de détails. Parce qu'Artemis II n'a pas été un simple amérissage réussi. Ce fut le test le plus important que le programme spatial américain ait réalisé en plus d'un demi-siècle. Et certains des résultats les plus importants ne sont, à ce jour, toujours pas publics. Commençons par les chiffres finaux, parce qu'ils sont extraordinaires, même pour quelqu'un qui suit le programme depuis le début. La capsule Integrity a parcouru 1 127 000 km depuis le décollage jusqu'à l'amérissage. Le 1er avril, elle a décollé du Centre spatial Kennedy, en Floride. Le 10 avril, elle a touché les eaux du Pacifique à environ 65 km des côtes de San Diego. Pendant ce temps, elle a parcouru une distance équivalente à près de 3 tours complets de la Terre à l'équateur, mais en ligne droite, vers la Lune et retour. La vitesse maximale atteinte pendant la rentrée atmosphérique fut de 39 700 km/h. À cette vitesse, on pourrait relier Paris à New York en moins d'une dizaine de minutes. C'est la vitesse la plus élevée à laquelle un être humain ait voyagé dans l'histoire depuis les dernières missions Apollo. Le point d'amérissage s'est situé à moins d'1,5 km de l'objectif prévu, après un voyage de plus d'1 million de kilomètres. Le directeur de vol Rick Henfling l'a résumé d'une manière qu'aucune ingénierie ne pourrait améliorer. Nous avons touché l'angle d'entrée avec une marge d'erreur inférieure à 0,4%, après 400 000 km jusqu'à la Lune. 9 jours, 1 heure et 32 minutes de mission. Exactement ce que le calendrier prédisait. Mais pour comprendre pourquoi cet amérissage fut bien plus compliqué qu'il n'y paraît sur les images, il faut comprendre ce qui s'est passé dans les semaines précédant le décollage avec le bouclier thermique. Le bouclier thermique d'Orion est le composant le plus critique de tout le vaisseau. C'est le seul système sans redondance. S'il échoue, aucun sauvetage n'est possible. Pendant la rentrée, la capsule se transforme en boule de feu, voyageant à Mach 33. Les températures à la surface du bouclier atteignent les 2700 degrés Celsius, soit environ la moitié de la température de la surface visible du Soleil. Le matériau ablatif AFCOAT, qui recouvre le bouclier, se consume de manière contrôlée, se transformant en charbon et en gaz pour dissiper la chaleur avant qu'elle ne puisse pénétrer à l'intérieur de la capsule, là où se trouvent les astronautes. Lorsque les ingénieurs ont inspecté le bouclier d'Artemis, un après l'amérissage de décembre 2022, ils ont trouvé quelque chose d'inattendu. En plus de 100 points du bouclier, l'AFCOAT ne s'était pas consumé graduellement comme prévu.
il s'était fissuré et des fragments s'étaient détachés. La surface du bouclier était revenue couverte de marques, de cicatrices, de cavités que les modèles de simulation n'avaient pas prédit. L'enquête a duré 2 ans. La cause racine, identifiée en décembre 2024, était la perméabilité du matériau. Pendant la manœuvre de saut atmosphérique qu'avait utilisée Artemis 1 pour augmenter la précision de l'amérissage, la capsule frôlait l'atmosphère, rebondissait brièvement vers l'espace, puis rentrait à nouveau. Pendant cette phase de rebond, le chauffage extérieur diminuait, mais la pyrolyse intérieure continuait. Les gaz générés par le matériau qui se décomposait à l'intérieur ne pouvaient pas s'échapper à travers la couche carbonisée déjà durcie. La pression s'accumulait. Le bouclier se fissurait de l'intérieur. La solution consistait à changer la trajectoire de rentrée. À la place du saut atmosphérique, une entrée plus prononcée et directe. Plus de chaleur, mais soutenue et uniforme, sans les fluctuations qui causaient l'accumulation de gaz. Mais il y avait un problème avec cette solution. Le bouclier d'Artemis 2 était identique à celui d'Artemis 1, déjà installé sur le vaisseau depuis juillet 2023, avant la fin de l'enquête. Il ne pouvait pas être remplacé sans retarder la mission de 18 mois. La décision prise par la NASA fut la plus difficile qu'un programme spatial puisse prendre. Voler avec le problème connu et atténuer le risque en changeant la trajectoire. La décision fut durement critiquée par l'ancien astronaute Charles Camarda, expert en bouclier thermique, qui avait volé sur la première navette spatiale après la catastrophe de Columbia. Camarda a écrit une lettre ouverte à l'administrateur Jared Isaacman en janvier 2026. L'histoire démontre que les accidents arrivent quand les organisations se convainquent qu'elles comprennent des problèmes qu'elles ne comprennent pas. Ce sont les mêmes signaux qui ont précédé d'autres catastrophes antérieures. Amit Kshatriya, l'administrateur associé qui supervisait la mission, a répondu avec transparence avant le décollage. L'équipage va mettre sa vie derrière cette confiance demain. C'est tout ce que j'ai à dire. Ce n'était pas de la rhétorique creuse, c'était la description la plus honnête possible de ce qui était sur le point de se produire. Le vendredi 10 avril, à 19h53, la capsule Integrity est entrée dans l'atmosphère terrestre au-dessus du Pacifique, au sud-est d'Hawaï, à Mach 33. Le bouclier Avcoat a commencé à faire ce pourquoi il avait été conçu. Et cette fois, avec la nouvelle trajectoire d'entrée sans saut, le monde a attendu pour découvrir si la solution avait fonctionné. La séparation du module de service européen s'est produite à 19h33. C'était le moment où le vaisseau cessait techniquement d'avoir une propulsion indépendante. Le module de service européen, construit par l'Agence spatiale européenne, avait fourni toute l'énergie électrique, l'oxygène, l'eau et la propulsion de la mission pendant 9 jours. Ces 4 panneaux solaires de 18 mètres d'envergure s'étaient déployés le jour du lancement et avaient alimenté chaque système du vaisseau pendant toute la mission. Quand il s'est séparé de la capsule habitée, les ingénieurs de l'ESA à Darmstadt, en Allemagne, l'ont vu sur leur moniteur pour la dernière fois. Le module est entré dans l'atmosphère sur une trajectoire différente et s'est entièrement désintégré. Rien n'a survécu. Ce qui a continué vers l'eau, ce fut uniquement la capsule conique de 5 mètres de diamètre, avec 4 personnes à l'intérieur. 18 secondes après la séparation, à 19h37, les propulseurs de manœuvre de la capsule se sont allumés une dernière fois.
C'était le trim burn, la combustion d'ajustement de position finale qui alignait le bouclier thermique avec l'angle exact requis pour l'entrée atmosphérique. La marge acceptable pour cet angle était de fractions de degré. Trop prononcée, et les forces de décélération dépasseraient les limites de conception. Trop superficielle, et la capsule rebondirait dans l'espace sur une trajectoire sans retour. L'équipe de dynamique de vol à Houston avait passé des jours à calculer cet angle. Ils ont exécuté l'ajustement à 19h37. Hänfling a vérifié. Le chiffre était parfait. À 19h53, Orion a atteint la couche supérieure de l'atmosphère terrestre, à 120 km d'altitude. À cet instant, ont commencé les 6 minutes les plus longues de la mission. Le plasma qui s'est formé autour de la capsule est le même phénomène physique qui fait briller les étoiles filantes, mais à une échelle différente. Les molécules d'air à cette altitude ont rencontré la capsule voyageant à 40 000 km/h. La compression fut violente et instantanée. Le gaz comprimé s'est ionisé à des températures de plusieurs milliers de degrés. Le plasma ionisé ne permet pas aux ondes radio d'entrer ni de sortir. Les communications vocales ont été coupées. La télémétrie a disparu. Les moniteurs du centre de contrôle de mission à Houston ont affiché des lignes plates, là où, quelques instants plus tôt, il y avait des données. Les contrôleurs de vol ont attendu. Ils ne pouvaient rien faire de plus. Ils savaient qu'à ce moment-là, l'équipage subissait jusqu'à 3,9 G, que le bouclier était soumis aux températures les plus élevées de toute la mission, et que si quelque chose avait mal tourné avec le bouclier, il n'y aurait aucun moyen de le savoir tant que les communications ne reviendraient pas, ou ne reviendraient pas. Dans la salle d'observation du centre de contrôle, les familles des astronautes attendaient en silence. À 19h59, 6 minutes après le début du blackout, le signal est revenu. La télémétrie est revenue sur les écrans et la voix de Red Wiseman a atteint Houston, avec une clarté qui a fait se lever toute la salle. Houston, Integrity. We have you loud and clear. We are stable. 4 green crew members. 4 membres d'équipage en vert. La salle d'observation a explosé en applaudissements. Les contrôleurs de vol se sont étreints. Rick Hänfling, avec la voix de quelqu'un qui exerce ce métier depuis des décennies, a admis plus tard quelque chose qu'aucun directeur de vol ne dit habituellement publiquement. Si vous n'avez pas d'angoisse en ramenant le vaisseau à la maison, vous n'avez probablement pas de pouls. À 20h03, le couvercle du compartiment avant s'est séparé et les 2 parachutes de freinage se sont déployés à 6700 mètres d'altitude. Ce sont des parachutes de 7 mètres de diamètre chacun. Ils ne ralentissent pas la capsule jusqu'à des vitesses sûres d'amérissage. Ils la stabilisent, l'orientent et préparent le terrain pour le déploiement des parachutes principaux. À 20h04, les parachutes de freinage ont coupé leur liaison et ont extrait les 3 parachutes principaux. Chacun mesure 35 mètres de diamètre une fois entièrement ouvert. Leur tissu est visible à des kilomètres de distance. Leur couleur est rouge et blanc. Ils font partie d'un système de 11 parachutes au total, avec plus de 3300 mètres carrés de tissu synthétique et plus de 20 km de câbles en Kevlar. Le chef du système de parachute, Jared Dome, l'avait décrit avant la mission avec une précision qui rendait clair que l'ingénierie spatiale n'est pas toujours élégante. En gros, on met le parachute dans un sac, on met le sac dans un canon,
On branche la pyrotechnie à l'arrière et on les tire en l'air. Quand les 3 parachutes principaux se sont ouverts, la vitesse de descente de la capsule est passée de 300 km/h à 17 km/h en quelques secondes. L'équipage a senti la secousse violente de l'ouverture après les 4 jets de la rentrée. C'était l'avant-dernier impact physique de la mission. À 20 h, 7 minutes et 27 secondes, ce vendredi 10 avril 2026, la capsule Integrity a touché les eaux du Pacifique à environ 65 km des côtes de San Diego. Le commentateur de la NASA, Rob Navias, a prononcé les mots que les millions de personnes qui regardaient en direct n'oublieront pas. Depuis les pages de Jules Verne jusqu'à une mission moderne vers la Lune, un nouveau chapitre de l'exploration vient de s'achever. Bienvenue à la maison Integrity. L'USS John P. Murtaugh attendait depuis des jours dans le Pacifique pour ce moment. C'est un navire amphibie de transport de la marine américaine, doté d'un pont submersible, d'installations médicales complètes et de 550 personnes à son bord. C'était la première fois depuis Apollo 17, en décembre 1972, que la NASA et le département de la Défense collaboraient pour la récupération d'un équipage lunaire. 53 ans de parenthèse, refermée un vendredi soir dans le Pacifique. L'opération de récupération était dirigée par Liliana Villarreal. Elle est colombienne, née à Carthagène des Indes. Elle est arrivée à Miami à l'âge de 10 ans. Elle a obtenu son diplôme en ingénierie aérospatiale à Georgia Tech et travaille pour la NASA depuis plus de 15 ans. Le vendredi 10 avril, elle était la directrice d'atterrissage et de récupération du programme Artemis, et elle se trouvait sur le pont du Murtaugh, coordonnant les plongeurs de la marine, les pilotes d'hélicoptères et les médecins de la NASA. La première chose que les plongeurs ont faite après l'amérissage fut de vérifier la qualité de l'air autour de la capsule. Des capteurs spéciaux ont cherché des fuites d'hydrazine et d'ammoniac, les propergols et réfrigérants du vaisseau qui sont toxiques pour les humains. Pas de fuite. Procédé. Les plongeurs ont installé une ancre sous-marine, un parachute qui se déploie sous l'eau pour stabiliser la capsule et éviter que les courants ne la déplacent. Ils ont installé un collier gonflable autour de la base pour la maintenir à flot. Ils ont déployé le front Porsche, un grand radeau gonflable sous l'écoutille latérale de la capsule. Puis ils ont ouvert l'écoutille. Le lieutenant-commandant Jesse Wang, médecin urgentiste certifié, fut le premier à entrer dans la capsule. Avec lui sont entrés 3 compagnons, un assigné à chaque astronaute. Le rapport médical initial a mis quelques secondes à arriver. Les 4 membres de l'équipage allaient parfaitement bien. Ils étaient heureux d'être chez eux et prêts à être extraits dès que possible. 90 minutes après l'amérissage, l'équipage a commencé à émerger un par un. Christina Koch est sortie la première. Première femme à sortir d'une capsule de l'espace profond dans l'histoire de l'humanité. Elle a salué avec enthousiasme. Elle a souri. Les hélicoptères de la marine l'attendaient. Victor Glover est sorti deuxième. On l'a vu rire et saluer depuis l'hélicoptère qui le ramenait au navire. Jeremy Hansen est sorti troisième. Le premier Canadien, le premier non-américain à voler vers la Lune. Quand il est arrivé sur le pont d'envol du Murtaugh, il a marché sans aide, sans fauteuil roulant, d'un pas ferme. Après 10 jours en microgravité. Red Wiseman est sorti en dernier, comme il convient au commandant. Les 4 ont marché par leurs propres moyens jusqu'à l'infirmerie du navire.
Les 4 ont refusé les fauteuils roulants préparés pour eux. L'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, les attendait sur le pont avec des étreintes et des casquettes commémoratives. Villarreal a décrit le moment quelques heures plus tard, avec l'émotion contenue de quelqu'un qui se prépare à cela depuis des années. Les 4 allaient parfaitement bien. Ils étaient euphoriques d'être chez eux. Ils prenaient des selfies avec l'équipe médicale à l'intérieur de la capsule. Et quand nous les avons mis sur le front porche et que nous les avons vus pour la première fois, il était évident qu'ils étaient simplement extasiés d'être de retour. Quel soulagement! C'est une grande réussite. Je suis vraiment fier de tous. La conférence de presse post-amérissage a commencé à 22h30 au Centre spatial Johnson de Houston. Elle a duré plus d'1 heure. Et plusieurs des choses qui ont été dites cette nuit-là méritent d'être expliquées en détail, parce qu'elles ont des conséquences directes pour l'avenir du programme. Amit Kshatriya, l'administrateur associé de la NASA, fut le premier à parler. Le chemin vers la surface est ouvert maintenant. Cela a été un cadeau au monde. Ce sont des phrases qui sonnent comme un communiqué officiel. Mais ce qu'il a dit ensuite était plus substantiel. Hier, le directeur de vol, Jeff Radigan, a dit que nous avions moins d'1 degré d'angle à toucher après 400 000 km jusqu'à la Lune. Et son équipe l'a touché. Ce n'est pas de la chance. Ce sont 1000 personnes qui font leur travail. Puis est venu le moment où quelqu'un devait parler des problèmes. Kshatriya les a nommés sans détour. Les toilettes, le système de gestion des déchets d'Orion, les premières toilettes d'une mission habitée vers l'espace profond, étaient tombées en panne, pratiquement dès le premier jour de la mission. Le ventilateur de collecte d'urine s'était bloqué à cause d'un problème dans le contrôleur. Christina Koch l'a réparé en suivant les instructions de Houston, gagnant un surnom qui circule déjà dans les médias spécialisés. La plombière de l'espace. Les jours 3 et 4, la ligne de ventilation d'urine s'est bouchée à cause de débris des agents antibiofilms qui obstruaient un filtre. L'équipage a dû utiliser des sacs de contingence pendant une partie de la mission. Les toilettes à 23 millions de dollars. Kshatriya a confirmé que le problème devait être résolu avant Artemis 3, la valve du module de service. On a détecté une fuite d'hélium dans le système de pressurisation du module de service pendant la mission. Le taux de fuite était 10 fois plus élevé en vol que ce qu'il avait été dans les essais au sol. « C'est encore acceptable ?» a dit Kshatriya. Mais cela nous mènera probablement à une refonte étendue du système de valves. Le module de service s'est désintégré pendant la rentrée, donc les ingénieurs n'ont pas le matériel pour l'inspecter. Ils devront reconstruire ce qui s'est passé à partir des données de télémétrie collectées avant la séparation. Le problème affecte la conception d'Artemis 4, pas celle d'Artemis 3. Le bouclier thermique. Howard Hu, le gestionnaire du programme Orion, fut soigneux et précis dans ce qu'il a dit sur le bouclier. Nous avons collecté beaucoup de données. Nous avons 2 experts en bouclier thermique à bord du navire en ce moment même. Quand la capsule entrera sur le pont submersible, nous ferons des inspections immédiates. Ensuite, nous transporterons la capsule au Centre spatial Kennedy pour des scanners détaillés. Le verdict définitif sur la question de savoir si la nouvelle trajectoire a résolu le problème de perméabilité de l'Avcoat prendra des semaines. Hu avait anticipé avant l'amérissage qu'il y aurait une certaine consommation du matériau, mais pas de l'ampleur d'Artemis 1. Ce que personne ne saura tant que les scanners ne seront pas terminés,
c'est s'il avait raison. Hu a ajouté quelque chose de personnel qui a résonné dans la salle. Enfant, il adorait les films Star Wars et les regardait avec son père. Aujourd'hui, c'était 1000 fois mieux que Star Wars. J'aurais aimé que mon père soit en vie pour voir ça. Rick Henfling, le directeur de vol d'entrée, a présenté les chiffres finaux avec la précision de quelqu'un qui les a calculés pendant des mois. 1 127 000 km. Vitesse de pointe de 39 700 km par heure. Angle d'entrée touché à 0,4% de l'objectif. Distance d'entrée de 3150 km. Amérissage à moins d'1,5 km de l'objectif. Et puis, la phrase la plus honnête qu'un directeur de vol puisse dire. Si vous n'avez pas d'angoisse en ramenant le vaisseau à la maison, vous n'avez probablement pas de pouls. Lori Glaze, l'administratrice associée par intérim, a parlé avec une émotion qu'elle n'a pas essayé de contenir. Mes amis, nous l'avons fait. Nous avons envoyé 4 personnes incroyables vers la Lune. Et nous les avons ramenées sur Terre en toute sécurité, pour la première fois en plus de 50 ans. Ces 2 moments préférés de la mission, quand Wiseman a signalé 4 membres d'équipage en vert et voir Christina Koch comme la première à sortir de la capsule. Jared Isaacman, l'administrateur de la NASA, a parlé connecté depuis l'USS John P. Murtaugh. Je n'ai toujours pas de mots. Le Jared de l'enfance, en ce moment, n'arrive pas à croire ce qu'il vient de voir. Et puis il a regardé vers l'avenir avec une clarté qui ne laissait place à aucun doute. Nous sommes de retour dans le métier d'envoyer des astronautes vers la Lune et de les ramener en toute sécurité. Ce n'est que le début. Nous allons réapprendre comment le faire fréquemment, en envoyant des missions vers la Lune jusqu'à ce que nous nous y posions en 2028 et que nous commencions à construire notre base. À Ottawa, le Premier ministre Mark Carney a publié un communiqué qu'il a entièrement consacré à Jeremy Hansen. Le colonel Hansen a fait l'histoire en tant que premier Canadien à voyager vers la Lune. C'est un témoignage de son habileté exceptionnelle et des décennies de discipline, de dévouement et de persévérance qui l'ont amené à ce moment. C'est aussi un témoignage du Canada et de notre science de classe mondiale. Maintenant vient ce qui suit, et c'est plus compliqué que l'amérissage de vendredi. La capsule Integrity voyagera dans les jours qui viennent depuis la base navale de San Diego jusqu'au centre spatial Kennedy en Floride. Là, les ingénieurs démonteront le bouclier thermique pièce par pièce et feront des scanners détaillés de chacune des 185 tuiles d'Avcoat. Ils chercheront exactement le motif de consommation. Si le matériau s'est érodé graduellement comme prévu, ou s'il y a des fissures, des fragments détachés, ou des anomalies dans le motif qui suggèrent que la nouvelle trajectoire n'a pas complètement résolu le problème. Cette analyse prendra des semaines et ses résultats détermineront la conception du bouclier pour Artemis 3 et 4. Si la nouvelle trajectoire a fonctionné, le programme a un chemin clair vers le pôle sud lunaire. S'il y a eu des surprises, le programme devra décider quoi faire avant d'envoyer quelqu'un à la surface. Artemis 3 a été reconverti par l'administrateur Isaacman en février 2026, de mission d'alunissage en test d'amarrage orbital. On y testera l'amarrage d'Orion avec le système d'atterrissage humain Starship de SpaceX ou avec le Blue Moon de Blue Origin ou avec les deux. La date prévue est mi-2027. Artemis 4 sera la mission qui amènera des humains à la surface lunaire
pour la première fois depuis que Jan Cernan a soulevé le pied de la surface en décembre 1972. Elle est prévue pour début 2028. 2 astronautes descendront au pôle sud lunaire. Et si cela arrive, tout ce qui est venu avant, le décollage du 1er avril, le survol du 6, le blackout de la face cachée, l'amérissage du 10, aura servi à construire le chemin qui le rend possible. Kshatriya l'a résumé avec une phrase qui mettra du temps à être oubliée. Le chemin vers la surface est ouvert. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est produit dans le Pacifique cette nuit-là, qui mérite un moment de silence avant la conclusion. Quand Christina Koch a ouvert l'écoutille de la capsule Integrity et a senti pour la première fois l'air de l'océan après 10 jours dans un environnement entièrement contrôlé, filtré et recyclé, le système olfactif de son cerveau a reçu une information qu'il n'avait pas reçue depuis plus de 50 ans dans aucune mission lunaire. Cela sentait l'océan. Cela sentait le sel, l'humidité et la brise marine de nuit. C'était le premier contact sensoriel réel avec le monde réel après 240 heures dans l'espace profond. Frank Borman, après Apollo 8 en décembre 1968, la première mission à orbiter autour de la Lune, a dit que ce qu'il n'oublierait jamais n'était pas la vue de la Terre depuis l'espace, ni la surface lunaire. C'était l'odeur de l'air quand ils ont ouvert l'écoutille en revenant. Il y a des expériences que les chiffres ne peuvent pas capturer. Koch le sait maintenant. Wiseman le sait. Glover et Hansen aussi. Et les 4 marcheront le reste de leur vie en sachant quelque chose que presque aucun être humain n'a jamais su. Commençant le Pacifique après avoir contourné la Lune, le programme Artemis continue. Les ingénieurs du Kennedy Space Center analysent le bouclier thermique en ce moment même. Les médecins du Johnson Space Center mesurent les effets de la microgravité sur 4 corps qui l'ont expérimenté dans l'espace le plus profond qu'aucun humain n'ait habité depuis 1972. Et le calendrier avance vers 2027, vers 2028, vers le pôle sud lunaire, et l'eau qui peut se transformer en carburant pour tout ce qui vient après. Le chemin vers la surface est ouvert. Et cette semaine, pour la première fois en 53 ans, nous avons vu qu'il est possible de le parcourir. Mais il y a quelque chose qui mérite d'être raconté avec plus de détails avant de conclure. Quelque chose que les résumés de la mission ne capturent pas correctement et qui a à voir avec ce que le corps expérimente dans ses premiers moments après l'amérissage, et avec le fait que les 4 astronautes aient marché seuls, ce qui est bien plus significatif qu'il n'y paraît. 10 jours en microgravité font des choses spécifiques et mesurables au corps humain. Le volume sanguin se réduit jusqu'à 22% dans les premiers jours de microgravité. Le cœur perd de la masse et de la capacité de pompage. Les muscles posturaux des jambes et du dos s'atrophient à un rythme équivalent à des mois d'alitement. Le système vestibulaire de l'oreille interne, celui qui contrôle l'équilibre, est complètement décalibré après plusieurs jours sans référence gravitationnelle. Tout cela arrive de manière silencieuse et sans douleur pendant que la personne est dans le vaisseau. Le problème arrive quand la gravité revient. Quand le corps qui a fonctionné efficacement sans gravité pendant 10 jours doit tout à coup à nouveau supporter son propre poids, pomper le sang contre la gravité vers le cerveau et maintenir l'équilibre sur une surface qui ne bouge pas. Les symptômes les plus communs sont vertige, vision floue, pression artérielle qui chute en se levant,
et dans les cas sévères, évanouissement. Cela s'appelle l'intolérance orthostatique. Pour contrer cet effet, l'équipage d'Artemis II portait depuis les jours 8 et 9 de la mission des combinaisons de compression pour le bas du corps, sous leur combinaison de survie Orion. Ce sont essentiellement des pantalons à très haute pression qui compriment les jambes depuis les pieds jusqu'à la taille, réduisant le volume disponible dans les vaisseaux sanguins des jambes et forçant le sang à rester en circulation centrale quand la gravité réapparaît. Même avec ces combinaisons, marcher seul après 10 jours dans l'espace profond n'est pas trivial. Les astronautes de la Station spatiale internationale, qui passent généralement 6 mois en microgravité, arrivent à l'eau, en civière, et mettent des jours à pouvoir marcher sans aide. L'équipage d'Artemis II est resté moins de temps, mais dans un environnement de radiation plus exigeant, avec un système vestibulaire soumis à plus de stress par l'absence totale de référence gravitationnelle dans l'espace profond au lieu de l'orbite terrestre basse. Que Jeremy Hansen ait marché d'un pas ferme sur le pont d'envol du Murta sans aide. Que les 4 aient refusé les fauteuils roulants préparés pour eux. Ce n'est pas un détail mineur. C'est de l'information médicale concrète sur la manière dont le corps humain gère 10 jours dans l'environnement spécifique de l'espace profond lunaire. Et cette information est exactement ce dont les chercheurs du Johnson Space Center ont besoin pour planifier la sécurité de l'équipage d'Artemis IV, qui passera beaucoup plus de temps dans cet environnement pendant le voyage et les jours sur la surface du pôle Sud. Jason Norcross, le scientifique du programme de recherche en santé humaine de la NASA qui a conçu les tests médicaux post-amérissage, l'avait expliqué avant la mission, avec une honnêteté qu'on entend rarement dans les communiqués officiels. Avant le vol, un astronaute peut se lever, monter l'échelle et marcher facilement. Après le vol, nous nous attendons à ce que ce soit complètement différent. Les astronautes devront peut-être s'arrêter, retrouver l'équilibre, retrouver le souffle, prendre des pauses et peut-être même prendre un moment pour avoir le vertige. Ils n'ont pas eu le vertige. Ils ont marché seuls. Et cela aussi est un résultat de la mission. Il y a un autre aspect de la récupération qui mérite l'attention. L'équipe de plongeurs médicaux qui a abordé en premier la capsule. Le lieutenant-commandant Jesse Wang dirigeait cette équipe. C'est un médecin urgentiste certifié. Son travail consistait à entrer dans la capsule, évaluer chaque astronaute sur place et décider en quelques secondes si quelqu'un avait besoin d'attention médicale immédiate avant l'extraction. C'est un travail qui requiert une formation spécifique en médecine de plongée, en médecine d'urgence et dans le protocole de récupération de la NASA. L'équipe de 4 plongeurs médicaux, un par astronaute, avait pratiqué la procédure avec des répliques de la capsule dans l'océan pendant des mois. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur d'Integrity ce vendredi soir fut le mieux possible. Les 4 allaient parfaitement bien, prêts à sortir, prenant des selfies avec l'équipe médicale à l'intérieur de la capsule. Ce détail des selfies, que Villarreal a mentionné presque en passant dans sa conférence de presse, dit quelque chose sur l'état d'esprit de personnes qui ont passé 10 jours dans un espace aussi petit que l'intérieur d'Orion et qui venaient de survivre à la partie la plus dangereuse de toute la mission. La question qui reste ouverte est celle à laquelle le programme ne peut pas encore répondre. Qu'ont trouvé les experts quand ils ont inspecté le bouclier thermique sur le pont submersible du Murta? Howard Hu fut délibérément prudent dans ce qu'il a dit sur ce sujet. Il a confirmé que les inspections ont commencé immédiatement.
il a confirmé qu'ils avaient 2 experts à bord. Il a confirmé qu'il y aurait davantage d'évaluations quand la capsule entrerait sur le pont du navire. Et puis, il a dit quelque chose que n'importe quel ingénieur peut interpréter correctement. Dans les jours qui viennent, nous nous assurerons de comprendre s'il s'est passé quelque chose qui aurait été anormal. Le mot « anormal » dans le langage des ingénieurs de la NASA ne veut pas dire catastrophique. Il veut dire différent de ce qui était attendu. Et ce que les ingénieurs attendaient cette fois était différent de ce qu'ils attendaient avec Artemis 1, parce qu'ils avaient changé la trajectoire spécifiquement pour changer le motif d'érosion du bouclier. Si le motif observé coïncide avec ce que les modèles prédisaient pour la nouvelle trajectoire, la solution a fonctionné. S'il y a des surprises, le programme a du travail supplémentaire avant Artemis 3. Les scanners détaillés au Kennedy Space Center seront réalisés dans les semaines à venir. Il est possible que les résultats soient publics avant que cette histoire n'arrive à beaucoup de ceux qui l'écoutent maintenant. Il est aussi possible que l'inspection révèle exactement ce que les ingénieurs attendaient et qu'Artemis 3 puisse avancer avec une conception de bouclier améliorée et validée. Dans tous les cas, ce qui arrivera à ce bouclier dans les mois à venir déterminera si le programme atteint le pôle sud lunaire en 2028 ou s'il a besoin de plus de temps. Et il y a quelque chose d'autre sur cette mission qui mérite d'être mentionné avant de conclure. Quelque chose qui n'a rien à voir avec l'ingénierie ni avec la physiologie. Le 6 avril, pendant le survol lunaire, l'équipage d'Artemis 2 a dédié le cratère Carroll à l'épouse défunte de Red Wiseman. Elle est morte d'un cancer en 2020. Wiseman a appris ce jour-là son affectation à Artemis 2 le 3 avril 2023. Il a passé 3 ans à se préparer pour une mission qu'il savait qu'elle l'aurait passionné. Quand il a nommé ce cratère sur la face cachée de la Lune, il a laissé quelque chose de permanent dans un endroit où aucun être humain n'était jamais arrivé. Wiseman l'a mentionné dans la conférence de presse comme l'un de ses moments préférés de la mission. Pas l'amérissage, pas les parachutes, pas le blackout de plasma. Le moment où l'équipage a nommé un cratère lunaire en l'honneur de quelqu'un qui n'a pas pu y être. Cela aussi est Artemis 2. Pas seulement l'ingénierie, les chiffres et les problèmes techniques sont suspens. Aussi le nom d'une femme qui est morte d'un cancer et qui a maintenant un cratère sur la face cachée de la Lune. Le chemin vers la surface est ouvert. Les toilettes à 23 millions de dollars ont besoin de réparation. Le bouclier thermique est en train d'être inspecté. Les 4 astronautes d'Artemis 2 ont atterri à Ellington Field à Houston le samedi 11 avril, où leur famille les attendait. Wiseman, Glover, Koch et Hansen commenceront demain, après-demain ou la semaine prochaine des mois de réhabilitation qui suivent toute mission spatiale. Analyse de sang, évaluation vestibulaire, mesure de densité osseuse, suivi cardiovasculaire. Et à un moment donné, peut-être avant 2027, nous saurons qui sera la prochaine personne à faire le chemin qu'ils viennent de démontrer comme possible. La première fois, en 2028, que quelqu'un descendra d'une capsule Orion, non pas vers le Pacifique, mais vers la surface gelée du pôle sud lunaire. Tout ce qui s'est passé cette semaine aura servi à rendre ce moment possible. C'est ce que signifie Artemis 2. Pas la fin. Le début de ce qui vient. Il y a quelque chose qui n'est apparu dans aucun résumé de la mission et qui mérite d'être raconté, parce que cela illustre parfaitement la différence
entre ce que le public voit et ce que les ingénieurs voient quand quelque chose comme cela arrive. Pendant que l'équipage d'Artemis II était récupéré dans le Pacifique, à plusieurs milliers de kilomètres de distance, en orbite terrestre basse, l'équipage de la Station spatiale internationale a essayé de voir le retour de la capsule. La station est à 400 km d'altitude. Elle orbite autour de la Terre à 28 000 km/h. Au moment exact de la rentrée d'Orion, certains des astronautes de l'expédition 74 ont regardé par les fenêtres dans la bonne direction. Ils n'ont pas pu voir la capsule directement, mais ils ont pu voir quelque chose. Des traces de sa présence dans les couches hautes de l'atmosphère, des traces de lumière et de chaleur au bord de l'atmosphère terrestre produites par le plasma qui enveloppait Orion pendant les 6 minutes de blackout. Depuis 400 km d'altitude, la rentrée d'une capsule qui voyage à Mach 33 produit une signature visible dans l'atmosphère que les yeux humains peuvent détecter s'ils sont au bon endroit. C'est un détail petit, mais il dit quelque chose sur l'échelle de ce qui s'est passé ce vendredi-là. La même rentrée qui a coupé les communications pendant 6 minutes et qui a soumis 4 personnes à près de 4G fut visible depuis une station spatiale qui orbite à la vitesse nécessaire pour ne pas tomber vers la Terre. Le problème des toilettes d'Artemis II mérite plus d'attention que ce qu'il a reçu, pas parce que c'est l'élément le plus important de la mission, mais parce qu'il illustre quelque chose de fondamental sur l'état réel du programme spatial, que les communiqués officiels ont tendance à adoucir. Le système de gestion des déchets universels d'Orion, connu sous son acronyme anglais comme UWMS, est la première unité de ce type conçue spécifiquement pour les voyages dans l'espace profond. La version qu'utilise la Station spatiale internationale fut conçue pour l'orbite terrestre basse. Celle d'Orion devait fonctionner dans les conditions spécifiques de l'espace profond, avec des variations de température et de pression différentes, et elle devait être suffisamment compacte pour tenir dans la cabine d'Orion, qui est significativement plus petite que n'importe quel module de la station. Le coût de développement fut de 23 millions de dollars. C'est une quantité qui surprend n'importe qui n'ayant pas travaillé dans le secteur spatial. Pour quelqu'un qui y a travaillé, c'est compréhensible, bien que douloureux à justifier. La conception d'un système de gestion des déchets pour l'espace profond ne consiste pas simplement à installer une salle de bain dans un vaisseau. Il faut gérer le vide, la microgravité, la stérilisation, la séparation solide-liquide sans l'aide de la gravité, le stockage à long terme des déchets dans un espace hermétiquement scellé et la prévention de la contamination croisée entre les déchets et le système de support vital qui recycle l'eau et l'air de la cabine. Que ce système soit tombé en panne le premier jour de la mission la plus importante que le programme ait réalisée en des décennies fut embarrassant pour tout le monde. Que Christina Koch l'ait réparé en suivant les instructions de Houston pendant que le vaisseau voyageait à 250 000 km de la Terre fut exactement le type d'improvisation technique pour laquelle on entraîne les astronautes pendant des années. Que le système ait à nouveau eu des problèmes des jours plus tard, cette fois avec la ligne de ventilation d'urine bouchée par des résidus des agents antibiofilms qu'on utilise pour maintenir propre le système de recyclage d'eau, a révélé quelque chose de plus inquiétant. Le problème n'était pas une défaillance aléatoire du matériel. C'était un problème de conception systémique qui n'avait pas été détecté dans les essais au sol parce que ces essais n'ont pas répliqué avec suffisamment de précision
les conditions réelles d'un vol de 10 jours. Kshatriya l'a confirmé dans la conférence de presse sans détour. Les toilettes doivent être résolues avant Artemis 3. C'est une phrase qui sonne triviale, jusqu'à ce qu'on pense à ce qu'elle implique. Artemis 3 amènera des astronautes dans l'espace profond pendant plus de temps qu'Artemis 2. Et ensuite, Artemis 4 les amènera à la surface lunaire, où ils passeront des jours en dehors de la capsule, dans un environnement où n'importe quelle défaillance du système de support vital n'a pas de solution d'urgence proche. Les toilettes à 23 millions de dollars ne sont pas un détail anecdotique. C'est un signal que le programme apprend encore ce que veut dire vivre dans l'espace profond pendant des périodes étendues. Il y a un autre sujet que la conférence de presse a abordé en passant, mais qui a des implications profondes pour l'avenir du programme: la vitesse. Kshatriya a répété plusieurs fois pendant la nuit du vendredi une phrase qui sonne comme un principe philosophique, mais qui est en réalité une réponse directe à la pression que le programme affronte sous plusieurs angles. La cadence de vol et l'itération sont la clé de la fiabilité et de la sécurité. Ce qu'il veut dire, c'est ceci. Le programme Artemis a été lent. Artemis 1 a volé en novembre 2022. Artemis 2 a volé en avril 2026. 3 ans et demi entre les missions. Apollo, à son moment le plus intense, faisait voler plusieurs missions par an. La cadence actuelle du programme Artemis ne permet pas le type d'apprentissage rapide qui rend les systèmes fiables. Kshatriya l'explique comme un changement de philosophie. Nous avons essayé de rendre la machine parfaite. Ce dont nous avons besoin, en revanche, c'est de continuer à voler, continuer à apprendre, continuer à obtenir des données de l'environnement de vol. Nous avons besoin que ce muscle de mémoire existe. Nous avons besoin que les données continuent à arriver. Nous avons besoin d'itérer rapidement et de changer la mission au fur et à mesure que nous en apprenons. C'est la même philosophie que SpaceX a appliquée avec le Starship. Voler, échouer, apprendre, voler à nouveau, plus vite, plus fréquemment. Le coût d'un échec dans un vol d'essai sans équipage est acceptable si l'apprentissage qu'il produit accélère le programme. Le coût de ne pas voler est pire. Pour le programme Artemis, cela veut dire que le temps entre Artemis 2 et Artemis 3, qui s'est réduit à un peu plus d'1 an, est déjà une avancée par rapport aux 3 ans et demi qui ont séparé les 2 premières missions, et que l'objectif, pour après Artemis 4, est d'atteindre une cadence de plusieurs vols annuels. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est ce qui fait que les systèmes mûrissent suffisamment vite pour que le programme soit soutenable. La Chine n'a pas ce problème. Le programme chinois Chang'e a lancé une mission tous les 2 ou 3 ans de manière constante pendant 2 décennies sans jamais échouer. Et sa prochaine mission, Chang'e 7, qui cherchera de la glace au pôle sud lunaire, est prévue pour août 2026, 4 mois après l'amérissage d'Artemis 2. La course n'a pas terminé, elle vient juste de s'accélérer. Avant la mission, les journalistes ont demandé à Victor Glover ce qui l'inquiétait le plus. Sa réponse fut directe et inattendue pour qui s'attendait à quelque chose de technique. Il a dit qu'il pensait à la rentrée depuis le 3 avril 2023, le jour où on l'a affecté à la mission. Dans la première conférence de presse qu'ils ont donnée, on leur a demandé ce qu'ils attendaient le plus de la mission. Et il a dit « l'amérissage ». C'est un peu drôle, a-t-il dit, mais c'est aussi littéralement vrai. Nous devons revenir à la maison. Tout le bien qui vient avec nous ne vaut rien si nous ne revenons pas.
Victor Glover est le premier Afro-Américain à voler dans l'espace profond. C'est un pilote d'essai, un ancien militaire, un père de famille. Il a parlé pendant la mission de la fragilité de la Terre vue depuis au-delà de la Lune. « Cela ne change pas ce qu'on croit », a-t-il dit. Cela le confirme simplement. Nous vivons sur une planète fragile dans le vide de l'espace et cela nous oblige à nous serrer les coudes, à trouver de la joie et à élever les autres. Quand l'hélicoptère l'a déposé sur le pont du Murta et que la NASA l'a photographié souriant et saluant depuis la porte de l'hélicoptère, ce n'était pas le sourire du héros qui vient de compléter une mission impossible. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de rentrer chez lui. Christina Koch, la première femme dans un survol lunaire, est sortie la première de la capsule. Elle est depuis des années la première dans beaucoup de choses. Elle fut la première femme à participer à une sortie spatiale composée exclusivement de femmes. Elle est maintenant la première femme à sortir d'une capsule de l'espace profond. Après la mission, dans les rares déclarations qui ont transpiré depuis le navire de récupération, elle a parlé du fait que l'expérience a confirmé ce qu'elle savait déjà sur l'exploration, que c'est un effort collectif, que personne n'arrive à un endroit significatif tout seul. Jeremy Hansen, le premier Canadien dans l'espace profond, le premier non-américain dans l'environnement lunaire, quand il a marché sans aide sur le pont du Murta cette nuit-là, c'était l'apothéose d'une carrière qu'il avait amenée depuis les forces aériennes canadiennes jusqu'au programme spatial le plus ambitieux de l'histoire récente. Le premier ministre Carney l'a appelé par son nom et l'a salué en français. Tout le Canada l'a suivi en temps réel. Et Red Wiseman, le commandant, qui est sorti en dernier en suivant le protocole et qui a nommé un cratère lunaire sur la face cachée de la Lune en l'honneur de son épouse défunte, qui avait dit avant le décollage qu'il avait pensé à l'amérissage depuis le 3 avril 2023, qu'à la fin d'une mission de 10 jours, il a dit à Houston qu'il avait 4 membres d'équipage en vert et qu'on pouvait commencer à célébrer. Il y a un moment de la nuit du vendredi qui n'a été retransmis par aucune chaîne, mais que Henfling a mentionné dans la conférence de presse. Après avoir confirmé l'amérissage en sécurité, il a invité des centaines de contrôleurs de vol à entrer dans la salle principale du centre de contrôle de mission à Houston. Normalement, cette salle a une capacité d'environ 40 personnes pendant une mission active. Les contrôleurs opèrent en équipe, chacun responsable d'un sous-système spécifique du vaisseau. Cette nuit-là, quand l'amérissage a été confirmé, Henfling a ouvert les portes et la salle s'est remplie avec tous ceux qui avaient travaillé sur la mission pendant les 10 jours précédents. Ingénieurs en système de vie, spécialistes en propulsion, médecins de vol, analystes de trajectoire, les personnes qui avaient passé des nuits à calculer des angles de rentrée, à diagnostiquer des problèmes avec des ventilateurs de toilette et à valider qu'une fuite d'hélium était acceptable mais nécessitait une refonte étendue. Le commentateur Rob Navias l'a comparé à la scène de la fin de STS-135, le dernier vol de la navette spatiale en 2011. Mais il a ajouté quelque chose qui change complètement la signification du moment. Cela, c'était la fin d'un programme. Ceci n'est que le début. C'est exactement ce que fut l'amérissage du vendredi 10 avril. Pas la fin d'une mission, le début de ce qui peut devenir la présence humaine permanente au-delà de la Terre. Si les ingénieurs du Kennedy Space Center confirment dans les semaines qui viennent
que le bouclier thermique a fonctionné comme prévu avec la nouvelle trajectoire, le programme a un chemin techniquement validé vers le pôle sud lunaire. Si la refonte de la valve du module de service se complète à temps, et si les toilettes sont correctement réparées, Artemis 3 peut voler en 2027. Et si Artemis 3 démontre qu'Orion peut s'amarrer avec le système d'atterrissage humain en orbite terrestre, Artemis 4 peut amener des personnes à la surface lunaire en 2028. Ce sont des délais ambitieux. Ce sont des délais que le programme a déjà manqués auparavant. Mais le vendredi 10 avril, pour la première fois en 53 ans, la NASA a ramené 4 personnes du retour de l'espace profond avec succès. Et cela change ce qui est possible. Avant de fermer cette histoire, il faut revenir sur certains éléments que les comptes rendus officiels ont à peine effleurés. 53 ans. C'est l'intervalle qui sépare le retour d'Apollo 17 en décembre 1972 du retour d'Artemis 2 en avril 2026. Quand Eugene Cernan a soulevé son pied de la surface lunaire pour la dernière fois, les ordinateurs personnels n'existaient pas. Internet n'existait pas. Les téléphones portables n'existaient pas. La station spatiale internationale n'existait pas. L'Union soviétique existait encore. La Chine n'avait jamais lancé un seul astronaute, et la majorité des ingénieurs qui ont travaillé sur Artemis 2 n'étaient pas encore nés. Pendant 53 ans, l'humanité a construit des stations spatiales en orbite terrestre basse, a envoyé des robots sur Mars, a photographié les confins du système solaire avec les sondes Voyager, a observé la naissance des premières galaxies avec le télescope James Webb. Mais elle n'a pas envoyé un seul être humain au-delà de quelques centaines de kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. 400 kilomètres, c'est l'altitude de la Station spatiale internationale. C'est aussi à peu près la distance entre Paris et Strasbourg. Pendant 53 ans, voilà à quelle distance maximale les humains se sont aventurés. Et le 10 avril 2026, 4 personnes sont revenues d'un voyage qui les avait emmenées à plus de 400 000 kilomètres, soit 1000 fois plus loin. Il y a quelque chose de fondamentalement humain dans cette idée. Les enfants qui regardent les images du retour d'Integrity ce soir-là grandiront dans un monde où aller à la Lune est quelque chose qui se fait, et non quelque chose que leurs grands-parents ont vu une fois en noir et blanc à la télévision. C'est aussi pour cela que les phrases que Jared Isaacman a prononcées depuis le pont du Murta cette nuit-là portent un poids particulier. Nous sommes de retour dans le métier d'envoyer des astronautes vers la Lune et de les ramener en toute sécurité. Le mot « métier » est important. Il suggère une pratique, une habitude, quelque chose qui se répète. Apollo n'était pas un métier. Apollo était une course politique gagnée, puis abandonnée. Artemis veut être un métier, quelque chose qui dure. Il faut aussi parler plus longuement de la physique de la rentrée atmosphérique. Quand la capsule Integrity a touché les couches supérieures de l'atmosphère terrestre à 120 km d'altitude, elle ne tombait pas vers la Terre comme une pierre. Elle voyageait presque horizontalement. Pendant 6 minutes, elle a traversé les hautes couches de l'atmosphère en perdant de l'énergie cinétique sous forme de chaleur. À chaque seconde, des dizaines de milliers de kilojoules d'énergie étaient absorbés par l'air comprimé devant l'écran thermique, ionisé, transformé en plasma à plusieurs milliers de degrés. Ce plasma, dans le sillage de la capsule, formait une traînée lumineuse visible à des centaines de kilomètres. Si quelqu'un, au moment exact,
avait regardé le ciel depuis un avion volant au-dessus du Pacifique, il aurait vu une étoile filante artificielle, lente, brillante, traversant lentement la voûte céleste pendant plusieurs minutes. Pendant la phase de chaleur maximale, les 4 astronautes étaient sanglés dans leur siège, dans une cabine plongée dans une obscurité presque totale. À travers les hublots, ils ne voyaient pas les étoiles. Ils voyaient un mur de lumière orange et blanche qui dansait à quelques centimètres de la coque, un feu liquide qui les enveloppait entièrement. Il n'y avait aucun bruit extérieur, parce qu'il n'y avait pas encore assez d'air pour transmettre le son. Il n'y avait que le sifflement des systèmes internes et l'augmentation progressive du poids de leur propre corps contre les sangles. 1 kilo, 2 kilos, 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, jusqu'à atteindre près de 4 fois leur poids normal. À ce moment-là, lever un bras devient un effort. Tourner la tête devient difficile. Respirer demande une concentration consciente. Et tout cela se passe pendant que, à l'extérieur, le feu continue de danser. L'Avcoat n'est pas une simple céramique. C'est un matériau composite complexe, composé de microsphères de verre, de fibres de silice et d'une résine époxy. Quand il est exposé aux températures extrêmes de la rentrée, la résine se décompose chimiquement, libérant des gaz qui s'échappent vers l'extérieur. Ces gaz forment une couche limite gazeuse devant la surface, qui isole le matériau solide du flux de plasma le plus chaud. Pendant ce temps, la couche externe se carbonise et durcit, formant une croûte sombre qui rayonne une partie de la chaleur de manière passive. C'est cette combinaison d'ablation, de pyrolyse et de rayonnement qui empêche la chaleur d'atteindre l'intérieur de la capsule. Pour Artemis II, en éliminant le saut atmosphérique, la NASA a essayé de garder le processus continu et uniforme, sans interruption. Si ça a marché, le motif d'érosion observé sera lisse, prévisible, conforme au modèle. Red Wiseman, le commandant, a 49 ans. Il a passé près de 200 jours sur la Station spatiale internationale lors d'une mission précédente en 2014. Il a été chef du bureau des astronautes de la NASA pendant plusieurs années. Sa femme est morte d'un cancer en 2020 et il a élevé seul leurs 2 filles tout en se préparant à la mission la plus importante de sa carrière. Quand il a nommé le cratère Carroll sur la face cachée de la Lune, il l'a fait en privé, lors d'une transmission radio avec Houston. Les filles de Wiseman ont appris la nouvelle en regardant la conférence de presse. Leur père leur avait écrit une lettre avant le décollage, qu'elles ne devaient ouvrir que si quelque chose tournait mal. Elles l'ont gardée fermée. Maintenant, cette lettre fait partie de l'histoire familiale, jamais ouverte, témoin silencieux de ce que cette mission a coûté en charge mentale à un homme qui avait déjà perdu beaucoup. Victor Glover a 49 ans lui aussi. Il a passé presque 6 mois sur la Station spatiale internationale en 2020 et 2021, faisant partie du premier équipage opérationnel envoyé par une capsule SpaceX Crew Dragon. C'est un homme d'une grande sérénité, qui parle lentement, qui choisit ses mots avec soin. Pendant la mission, il a tenu un journal vidéo dans lequel il a parlé de la fragilité de la Terre, de sa famille, de la responsabilité qu'il ressentait en tant que premier Afro-Américain à voyager au-delà de l'orbite terrestre basse. Christina Koch a 47 ans. C'est une ingénieure électricienne qui a passé une partie de sa carrière à travailler dans des stations de recherche en Antarctique avant de rejoindre le corps des astronautes en 2013.
Elle détient le record de la plus longue mission spatiale ininterrompue effectuée par une femme, 328 jours sur la Station spatiale internationale entre 2019 et 2020. Quand elle est entrée dans le module défectueux et a commencé à démonter les panneaux pour accéder au ventilateur bloqué, elle a improvisé une réparation dans un environnement où une seule erreur peut mettre en danger toute la mission. Et elle l'a fait calmement, méthodiquement. Jeremy Hansen a 50 ans. C'est un ancien pilote de chasse de l'aviation royale canadienne qui a piloté des CF-18 pendant des années avant de rejoindre l'Agence spatiale canadienne en 2009. Il est devenu astronaute en 2009 et il a attendu 16 ans avant de voler pour la première fois. Pendant ces 16 années, il s'est entraîné, il a soutenu d'autres missions depuis le sol, il a participé à des expéditions souterraines dans des grottes pour préparer les astronautes à l'isolement et au stress. Quand il a marché d'un pas ferme sur le pont du Murta cette nuit-là, ce n'était pas seulement la démonstration d'une bonne forme physique, c'était l'aboutissement de 16 ans d'attente. La contribution canadienne au programme Artemis, c'est notamment le bras robotique Canadarm3, destiné à la future station Gateway en orbite lunaire. En échange de cette contribution, le Canada a obtenu un siège pour Hansen. Hansen a passé sa carrière à se préparer pour le mériter. Pendant la mission, Christina Koch a apporté à bord un petit objet personnel, une photo de sa famille. Elle a dit qu'à un moment donné, alors qu'elle flottait près d'un hublot et que la Terre était visible à des centaines de milliers de kilomètres, comme une bille bleue dans le noir, elle a sorti la photo de sa poche et l'a tenue contre la vitre. Elle a vu sa famille devant la Terre et la Terre derrière sa famille, et elle a compris quelque chose qu'elle n'avait pas compris avant. Que ces deux choses, sa famille et la Terre, n'étaient pas séparées. Que la première contenait la seconde et que la seconde contenait la première. C'est ce genre de moment qui justifie, en fin de compte, tout le coût et toute la difficulté d'envoyer des humains dans l'espace plutôt que des machines. Une machine peut prendre une photo de la Terre depuis 400 000 kilomètres. Mais une machine ne peut pas tenir une photo de famille contre un hublot et comprendre, à cet instant, quelque chose sur la nature de l'amour et de la distance. Cela, seuls les humains peuvent le faire. Le chemin vers la surface est ouvert. Les ingénieurs travaillent. Les astronautes se reposent. Le calendrier avance vers 2027, vers 2028, vers le pôle sud lunaire. Et quelque part, dans une école primaire, un enfant a regardé les images du retour d'Integrity ce vendredi soir et a décidé, sans le savoir encore consciemment, qu'il deviendrait ingénieur, ou astronome, ou astronaute. C'est cela, en définitive, ce qu'Artemis II laisse derrière elle. L'image d'un retour. L'image d'une promesse tenue. L'image de 4 personnes qui sont parties vers la Lune et qui sont revenues, après 53 ans de silence, pour dire au monde que c'est encore possible. Houston, Integrity. We have you loud and clear. We are stable. 4 green crew members. Mais cette histoire ne serait pas complète sans parler en détail de ce qui se passe ailleurs dans le monde, parce que la course vers la Lune n'est plus une affaire américaine, et le succès d'Artemis II doit être lu dans un contexte beaucoup plus large. La Chine est désormais l'autre acteur sérieux de cette nouvelle ère lunaire. Le programme chinois Chang'e a commencé en 2007 avec une simple sonde orbitale et a progressé avec une régularité
qui contraste fortement avec la lenteur du programme Artemis. Chang'e 3 a posé un rover sur la face visible de la Lune en 2013. Chang'e 4, en 2019, est devenue la première mission de l'histoire à se poser sur la face cachée. Chang'e 5, en 2020, a ramené sur Terre les premiers échantillons lunaires depuis Luna 24 en 1976. Chang'e 6, en 2024, a fait la même chose, mais depuis la face cachée, ramenant des échantillons d'une région que personne n'avait jamais touchée. Et Chang'e 7, prévu pour août 2026, soit 4 mois après l'amérissage d'Artemis 2, ira chercher de la glace au pôle sud lunaire. C'est exactement la même région que vise Artemis 4 pour son alunissage habité, prévu en 2028. La différence, c'est que Chang'e 7 sera robotique. Pas d'astronautes, pas de risque humain. Mais aussi, pas de retour spectaculaire de 4 personnes sur le pont d'un porte-avions sous les caméras du monde entier. La Chine joue une partie différente, plus patiente, plus méthodique, mais qui converge vers la même destination. Pékin a annoncé son intention d'envoyer des astronautes chinois sur la Lune avant 2030. Le programme s'appelle Lanyu, ce qui signifie en français quelque chose comme « embrasser la Lune ». Il combine un nouveau lanceur lourd appelé Longue Marche 10, une nouvelle capsule habitée appelée Mengzhou et un atterrisseur lunaire spécifique. Tous ces éléments sont en cours de développement et plusieurs essais sans équipage sont prévus dans les années qui viennent. Si tout se passe comme la Chine le prévoit, et si Artemis 4 est retardé comme le programme américain l'a déjà été plusieurs fois, il est tout à fait possible que les premiers humains à reposer le pied sur la Lune au XXIe siècle parlent mandarin et non anglais. Cette possibilité change tout. Elle change la pression politique qui s'exerce sur la NASA. Elle change les priorités budgétaires du Congrès américain. Elle change la manière dont les contrats sont attribués à SpaceX et à Blue Origin pour les atterrisseurs. Elle change même la manière dont les enfants regardent les images du retour d'Integrity, parce qu'ils savent désormais qu'une autre histoire parallèle se déroule à l'autre bout du monde. Il y a aussi le rôle des autres partenaires internationaux du programme Artemis, qui mérite d'être expliqué plus en détail. L'Europe contribue avec les modules de service, fabriqués par Airbus à Brême. L'Allemagne et la France sont les 2 principaux contributeurs financiers à ces modules. L'Italie fournit certains composants structurels. Le Royaume-Uni a participé au développement de certains systèmes d'avionique. La Belgique et l'Espagne ont contribué à des éléments spécifiques. En échange de cette contribution collective, l'Europe a obtenu 3 sièges d'astronautes pour les futures missions lunaires. Le premier de ces sièges sera attribué à un astronaute européen sur Artemis 4 ou Artemis 5. Plusieurs candidats sont déjà en lice. L'Allemand Matthias Maurer, le Français Thomas Pesquet, l'Italienne Samantha Cristoforetti, ce sont quelques-uns des noms qui circulent. Aucune décision officielle n'a encore été prise. Mais le simple fait que ces noms circulent et que des Européens puissent réellement se retrouver sur la Lune dans cette décennie change la perception du programme spatial européen tout entier. La contribution japonaise est elle aussi significative. La JAXA, l'agence spatiale japonaise, a accepté de fournir un véhicule lunaire pressurisé, capable de transporter 2 astronautes pendant plusieurs jours sur la surface lunaire en environnement habitable. C'est un projet immense qui implique Toyota dans la partie ingénierie automobile
et plusieurs sous-traitants japonais pour les systèmes de support vital. En échange, le Japon obtient 2 sièges d'astronautes pour les futures missions Artemis. Le premier astronaute japonais sur la Lune sera probablement annoncé en 2027, pour un vol prévu en 2029 ou 2030. Là encore, c'est une révolution silencieuse. Le Japon n'a jamais envoyé de citoyens au-delà de l'orbite terrestre basse. Bientôt, ce pays aura ses propres explorateurs lunaires et ses enfants pourront voir, à la télévision, des compatriotes marcher sur un autre monde. Il faut aussi parler des opérations de récupération en mer plus en détail, parce qu'elles représentent un savoir-faire qui s'était presque perdu pendant les 53 ans de parenthèse. La marine américaine n'avait pas récupéré une capsule habitée venant de la Lune depuis Apollo 17. Pendant toutes ces années, le savoir-faire spécifique de la récupération en haute mer avait migré vers d'autres types d'opérations. Des sauvetages d'urgence, des missions de plongée tactique, des récupérations d'équipements militaires perdus en mer. Mais la combinaison spécifique nécessaire pour récupérer une capsule spatiale, la précision géographique, la rapidité d'intervention, la coordination entre plongeurs, hélicoptères, médecins et ingénieurs, c'est quelque chose qui doit s'entraîner et se réapprendre. La NASA et la Marine ont passé près de 4 ans à développer le protocole utilisé pour Artemis II. Ils ont réalisé des dizaines de simulations en mer, avec des maquettes de la capsule, dans différentes conditions de météo et de visibilité. Ils ont testé des scénarios de défaillance, des évacuations d'urgence, des situations où l'un des astronautes serait blessé ou inconscient. Ils ont entraîné les plongeurs à ouvrir l'écoutille en moins de 60 secondes dans des conditions de mer agitées. Ils ont entraîné les pilotes d'hélicoptères à hisser des civières par tous les temps. Et ils ont entraîné les médecins à effectuer des évaluations rapides en environnement bruyant et instable. Tout ce travail a porté ses fruits le vendredi soir. Les conditions de mer étaient calmes, la visibilité était bonne, les vents étaient modérés. Mais même dans ces conditions favorables, l'opération a été exécutée avec une précision qui n'admettait aucune improvisation. Chaque mouvement avait été répété des dizaines de fois. Chaque communication radio suivait un protocole établi. Chaque décision médicale avait été préparée à l'avance par des arbres décisionnels élaborés en collaboration entre la NASA et la Marine. Quand Liliana Villarreal a vu les 4 astronautes émerger de la capsule, elle savait que ce n'était pas la chance qui rendait la scène possible. C'était 4 années de préparation méticuleuse. Il y a un détail technique qui n'a pas été beaucoup commenté, mais qui mérite l'attention. La capsule Integrity, après l'amérissage, a flotté sur le côté pendant un court moment, dans une position que les ingénieurs appellent « stable 2 ». C'est une position dans laquelle la capsule repose sur sa coque latérale, avec l'écoutille principale partiellement immergée. Ce n'est pas la position préférée pour la récupération. La position préférée, appelée stable 1, place la capsule à la verticale, avec l'écoutille au-dessus de la ligne de flottaison. La capsule Orion est conçue pour basculer automatiquement vers la position stable, grâce à des sacs gonflables placés dans la partie supérieure. Ces sacs se remplissent d'air après l'amérissage et redressent la capsule. Pour Artemis II, ce système a parfaitement fonctionné. En quelques minutes, la capsule s'est redressée et l'écoutille s'est retrouvée en haut, prête pour l'ouverture par les plongeurs. Mais pendant ces quelques minutes où la capsule était sur le côté, les 4 astronautes à l'intérieur étaient inclinés à un angle inconfortable.
certains avec la tête plus basse que les pieds. Pour des personnes qui venaient de subir 4G de décélération et qui n'avaient pas encore pleinement récupéré leur orientation vestibulaire, c'est un moment particulièrement désagréable. Plusieurs anciens astronautes d'Apollo se souviennent que ce passage du stable 2 au stable 1 était l'un des moments les plus nauséeux de toute leur mission, pire que la rentrée elle-même. Personne dans l'équipage d'Artemis 2 n'a vomi. C'est un autre petit succès silencieux qui s'ajoute à la liste. Il faut maintenant parler du calendrier futur avec plus de précision, parce que beaucoup de gens confondent ce que la NASA annonce officiellement avec ce qui va probablement se passer. Officiellement, Artemis 3 devrait voler à la mi-2027. Cette mission, comme cela a déjà été expliqué, ne sera plus une mission d'alunissage. Elle sera une mission d'essai d'amarrage en orbite terrestre, où Orion et l'atterrisseur lunaire, qu'il s'agisse du Starship de SpaceX ou du Blue Moon de Blue Origin, devront prouver qu'ils peuvent se joindre et se séparer en toute sécurité. C'est une étape technique cruciale, parce qu'elle valide une capacité que personne n'a démontrée depuis Apollo. Officiellement, Artemis 4 devrait voler en 2028. Ce serait la mission qui ramènerait des humains sur la surface lunaire. Officiellement, Artemis 5 devrait suivre en 2029, avec l'arrivée du véhicule pressurisé japonais et l'expansion des opérations de surface. Mais officiellement, n'est pas la même chose que probablement. Le programme Artemis a déjà glissé plusieurs fois. Artemis 1 devait initialement voler en 2017. Elle a volé en 2022. Artemis 2 devait initialement voler en 2023. Elle a volé en 2026. À chaque fois, les retards ont été causés par une combinaison de problèmes techniques, de dépassements budgétaires et de défis politiques. Il serait naïf de penser qu'Artemis 3, 4 et 5 vont voler aux dates officielles. Les estimations plus réalistes, fournies par plusieurs analystes indépendants, suggèrent qu'Artemis 4 pourrait voler en 2029 ou 2030 et qu'Artemis 5 pourrait suivre en 2031. Ces dates sont encore optimistes par rapport au pire scénario, mais elles reflètent mieux la réalité d'un programme qui apprend en marchant et qui doit absorber chaque leçon de chaque mission précédente avant de passer à la suivante. Il y a un autre facteur qui pourrait accélérer ou ralentir le programme. C'est la politique américaine. Les administrations changent, les priorités changent, les budgets changent. Apollo a été tué par une décision politique en 1972, quand l'administration Nixon a coupé les missions Apollo 18, 19 et 20, qui étaient déjà payées et préparées. Cette décision a coûté à l'humanité 3 missions lunaires supplémentaires qui auraient pu transformer notre compréhension de la géologie lunaire. Une décision similaire pourrait être prise à n'importe quel moment dans les années qui viennent. Si une crise économique majeure éclate, si une nouvelle administration décide que les priorités spatiales doivent changer, si un accident grave se produit dans l'une des prochaines missions, le programme pourrait être suspendu, redirigé, voire annulé. C'est cette fragilité politique qui rend chaque mission réussie d'autant plus précieuse. Chaque vol qui rentre intact ajoute à la légitimité du programme et rend plus difficile son annulation. Chaque vol qui échoue, à l'inverse, donne des arguments à ceux qui veulent y mettre fin. C'est pour cela que le succès d'Artemis 2 est si important politiquement, au-delà de sa valeur technique.
C'est une démonstration vivante que le programme fonctionne, que l'argent est bien dépensé, que les promesses sont tenues. C'est un argument dont les défenseurs du programme avaient désespérément besoin après les retards et les problèmes techniques accumulés. Et c'est aussi un cadeau pour les administrateurs futurs, qui pourront pointer cette nuit du 10 avril 2026 et dire au Congrès « Voilà ce que votre argent permet de faire ». Il faut aussi parler des effets à long terme sur les 4 astronautes eux-mêmes. La radiation cosmique reçue pendant 10 jours dans l'espace profond est significativement plus élevée que celle reçue lors d'un séjour équivalent sur la Station spatiale internationale. À 400 km d'altitude, la station bénéficie encore d'une protection partielle du champ magnétique terrestre. Les astronautes y reçoivent environ 100 fois plus de radiation que les personnes au sol, mais beaucoup moins que ce qu'ils recevraient dans l'espace profond. Au-delà de la magnétosphère, dans le voisinage de la Lune, la protection disparaît presque entièrement. Les rayons cosmiques galactiques, des particules énergétiques venant d'explosions stellaires lointaines, traversent la coque de la capsule sans être déviées. Les éruptions solaires, si elles se produisent au mauvais moment, peuvent envoyer des bouffées de protons à haute énergie qui augmentent dramatiquement la dose reçue. Pendant Artemis II, aucune éruption solaire majeure ne s'est produite, ce qui a permis à la dose totale reçue par l'équipage de rester dans des limites acceptables. Mais ce fut en partie de la chance. Une éruption solaire mal placée aurait pu obliger l'équipage à se réfugier dans la zone la plus protégée de la capsule pendant plusieurs heures, avec des conséquences potentielles à long terme sur leur santé. Les médecins du Johnson Space Center suivront les 4 astronautes pendant des années, peut-être pendant des décennies. Ils chercheront des signes d'augmentation du risque de cancer, de cataracte, de maladies cardiovasculaires, de troubles cognitifs. Ces données nourriront la base de connaissances qui permettra de mieux protéger les futurs équipages, notamment ceux qui passeront beaucoup plus de temps dans l'espace profond pendant les missions vers Mars. Parce qu'il faut le dire clairement, Artemis n'est pas une fin en soi. C'est une étape vers Mars. Tout ce qui s'apprend en allant à la Lune, sur les boucliers thermiques, sur les systèmes de support vital, sur la santé humaine en environnement de radiation élevée, sur les opérations de récupération en mer, sur la coordination internationale, tout cela servira un jour à envoyer des humains vers la planète rouge. La Lune est le terrain d'essai. Mars est l'objectif lointain. Et Artemis II, ce vendredi soir d'avril 2026, a été un pas significatif sur ce chemin. Il y a une dernière chose qu'il faut dire avant de vraiment fermer cette histoire. Quand Red Wiseman a prononcé la phrase « 4 membres d'équipage en vert », il ne savait pas que cette phrase deviendrait historique. Pour lui, c'était simplement un rapport opérationnel standard, le type de phrase qu'un commandant prononce après n'importe quel événement critique pour informer le contrôle de mission que tout va bien. Mais le timing, le contexte, la signification de cette phrase la transformeront en l'une de ces citations qui résument une époque entière, comme la phrase de Neil Armstrong en posant le pied sur la Lune, comme la phrase de Jim Lovell pendant Apollo 13, comme la phrase de Gene Cernan en quittant la surface lunaire pour la dernière fois en 1972. 4 membres d'équipage en vert. 4 personnes qui sont parties. 4 personnes qui sont revenues après 53 ans de silence. Mais avant de vraiment terminer, il reste encore plusieurs aspects de cette mission qui méritent d'être racontés, parce qu'ils éclairent des dimensions de l'aventure spatiale
dont on parle rarement dans les communiqués officiels. Il faut commencer par l'expérience psychologique des 10 jours en cabine fermée. 9 mètres cubes pour 4 personnes. C'est moins d'espace que la plupart des salles de bain parisiennes. Pendant 10 jours, ces 4 personnes ont mangé, dormi, travaillé, fait de l'exercice et résolu des problèmes techniques dans cet espace minuscule. Elles ont partagé l'air qu'elles respiraient, l'eau qu'elles buvaient, les odeurs corporelles qui s'accumulent inévitablement quand 4 humains vivent ensemble sans pouvoir se laver normalement. Les protocoles d'hygiène en mission spatiale consistent essentiellement en lingettes humides et en serviettes sèches. Pas de douche, pas de bain, pas de lessive. Les vêtements sont portés pendant plusieurs jours d'affilée avant d'être jetés ou stockés dans des sacs hermétiques. L'odeur de l'intérieur d'une capsule habitée après 10 jours de mission est, selon les témoignages d'astronautes des missions précédentes, quelque chose qui ne s'oublie pas. Un mélange de sueur, de plastique chauffé, d'électronique, de nourriture lyophilisée et de produits chimiques de soutien vital. Quand les plongeurs ont ouvert l'écoutille de l'Integrity, ce vendredi soir, c'est cette odeur qui s'est échappée en premier vers l'air frais du Pacifique. Et c'est probablement pour cela que Christina Koch a tant insisté, dans ses déclarations ultérieures, sur le contraste sensoriel du retour. L'air de l'océan, après 10 jours dans cette atmosphère confinée, devait sembler presque irréel. Il faut aussi parler de la nourriture. La NASA a passé des années à perfectionner les rations spatiales pour les missions longues, et Artemis II a servi de test pour plusieurs nouveautés. La cabine d'Orion ne dispose pas d'un four ni d'un système de chauffage, des aliments aussi sophistiqués que celui de la Station spatiale internationale. Les astronautes mangeaient principalement des aliments lyophilisés réhydratés avec de l'eau froide ou tiède, des barres énergétiques, des fruits secs et quelques produits frais que le calendrier permettait de conserver pendant les premiers jours. Red Wiseman a mentionné, dans une transmission radio depuis l'espace, qu'il avait hâte de manger une vraie pizza en rentrant. Victor Glover a parlé d'un hamburger. Christina Koch a dit qu'elle voulait simplement une salade verte avec des légumes croquants, quelque chose qu'elle n'avait pas pu emporter à bord. Jeremy Hansen, plus discret, a dit qu'il rêvait du café canadien. Ces petits détails humanisent une mission qui pourrait sinon sembler purement technique. Ces 4 personnes n'étaient pas des super-héros mécaniques. C'étaient des êtres humains avec des envies de pizza, de hamburger et de salade. Le sommeil dans l'espace profond est aussi quelque chose dont il faut parler. En microgravité, on ne dort pas dans un lit. On dort attaché à un sac de couchage fixé à une paroi de la cabine pour éviter de flotter et de heurter quelqu'un ou quelque chose. La sensation est étrange au début. Le corps n'a aucun point de pression, aucune sensation de poids, aucune référence au bas. Beaucoup d'astronautes mettent plusieurs nuits à s'habituer. Pendant Artemis II, l'équipage a maintenu un cycle de sommeil aligné sur l'heure de Houston, ce qui veut dire que les périodes de repos étaient programmées, même si la cabine ne connaissait pas vraiment le jour et la nuit. La luminosité changeait en fonction de l'orientation de la capsule par rapport au Soleil et à la Terre. Mais des stores intérieurs permettaient de plonger l'habitacle dans l'obscurité pendant les heures de repos. Red Wiseman, en tant que commandant, dormait généralement le dernier et se levait le premier pour pouvoir vérifier l'état des systèmes avant le réveil de ses coéquipiers. Cette discipline est typique des commandants d'expédition.
Elle vient directement des traditions des explorateurs polaires du début du XXe siècle, qui appliquaient des règles similaires lors des hivernages dans l'Arctique et l'Antarctique. Il y a aussi un aspect de la mission qui n'a pas été beaucoup commenté, mais qui mérite l'attention. La communication avec la Terre. À 400 000 km, le signal radio met environ 1,5 seconde à faire l'aller-retour. Ce délai est court, mais perceptible. Pendant les conversations entre l'équipage et le contrôle de mission, il y a toujours un petit silence après chaque phrase, le temps que le signal voyage. Pour des conversations techniques, ce n'est pas un problème. Pour des conversations émotionnelles, par exemple, quand un astronaute parle à sa famille, ce délai change la nature même de l'échange. Il n'y a pas de fluidité, pas de spontanéité possible. Chaque phrase doit être complète, autonome, parce qu'on ne peut pas s'interrompre l'un l'autre sans créer de chaos. Les astronautes apprennent à parler différemment en mission. Ils apprennent à laisser de longues pauses, à attendre, à ne pas se précipiter. Quand ils reviennent sur Terre, beaucoup d'entre eux disent qu'il leur faut quelques jours pour réapprendre à parler normalement avec leurs proches, sans laisser des silences inutiles entre les phrases. Pendant les 2 survols lunaires, alors qu'Orion passait derrière la Lune et que la Terre disparaissait derrière l'horizon lunaire, les communications étaient complètement coupées. C'est ce qu'on appelle le blackout radio-lunaire, et il dure environ 45 minutes à chaque passage. Pendant ces périodes, l'équipage était totalement seul. Aucun contact avec Houston, aucun support technique possible, aucune aide en cas de problème. C'est le type de solitude que peu d'êtres humains ont jamais expérimenté. Frank Borman, James Lovell et William Anders avaient été les premiers à connaître ce sentiment lors d'Apollo 8 en décembre 1968. Pendant 53 ans, personne d'autre n'avait revécu cette expérience. Et le 6 avril 2026, les 4 membres d'équipage d'Artemis 2 l'ont vécu à leur tour. Ils ont vu la Terre disparaître. Ils ont vu la face cachée de la Lune apparaître devant eux. Et pendant 45 minutes, ils ont été les seuls humains de l'univers à pouvoir voir ce paysage de leurs propres yeux. Christina Koch a décrit ce moment comme l'expérience la plus profondément spirituelle de sa vie. Elle a dit que voir la face cachée changeait quelque chose dans la perception qu'on a de soi-même et de l'humanité. Que cela donnait une mesure différente à l'idée d'être humain. Il faut aussi mentionner les expériences scientifiques qui ont été réalisées pendant la mission. Artemis 2 n'était pas seulement un vol d'essai, c'était aussi une plateforme de recherche. Plusieurs petites expériences avaient été chargées à bord, certaines fournies par des universités américaines, d'autres par des partenaires internationaux. Une expérience étudiait la croissance de cellules humaines en environnement de radiation cosmique, dans le but d'améliorer la compréhension des effets à long terme sur les futurs équipages martiens. Une autre expérience testait de nouveaux matériaux pour les combinaisons spatiales, en exposant des échantillons à l'environnement spatial pour mesurer leur dégradation. Une troisième expérience, fournie par une équipe d'étudiants d'une université allemande, étudiait la croissance de cristaux en microgravité dans des conditions précises. Toutes ces expériences ont été récupérées avec la capsule et sont maintenant en cours d'analyse dans les laboratoires correspondants. Les résultats seront publiés dans des revues scientifiques au cours des mois qui viennent. Ce sont de petites contributions,
mais elles s'ajoutent à la masse accumulée de connaissances qui rendra possible la prochaine étape de l'exploration humaine. Il y a un dernier détail technique qui mérite l'attention et qui montre combien les marges de cette mission étaient minces malgré le succès apparent. La quantité de propergol restante dans le module de service européen, au moment de la séparation, était plus faible que prévu. Les ingénieurs avaient calculé une marge de sécurité de plusieurs centaines de kilos de propergol pour faire face à d'éventuelles manœuvres d'urgence. À la fin de la mission, cette marge avait été en partie consommée par des ajustements de trajectoire mineurs qui avaient été nécessaires pour compenser de petites variations dans le comportement des moteurs. La marge restante au moment de la séparation était toujours acceptable, mais elle était nettement inférieure à ce que les modèles avaient prédit. Les ingénieurs européens analysent maintenant ces données pour comprendre exactement pourquoi la consommation a été plus élevée que prévu. Leurs conclusions guideront la conception des modules de service pour les missions futures, afin d'augmenter les marges de sécurité ou de mieux prédire la consommation réelle. Toutes ces petites histoires, tous ces détails techniques, toutes ces anecdotes humaines forment ensemble le portrait complet d'une mission qui a réussi non par hasard, mais grâce à des milliers de décisions correctes prises par des milliers de personnes pendant des années. C'est cela qu'il faut retenir d'Artemis II. Pas seulement le moment spectaculaire du retour, pas seulement la phrase historique de Red Wiseman, pas seulement les images des 4 astronautes marchant sur le pont du Murta, mais aussi le travail invisible, méticuleux, quotidien, qui a rendu tout cela possible. L'ingénieur qui a passé une nuit blanche a recalculé un angle de rentrée. Le médecin qui a écrit un protocole de récupération qu'il espérait ne jamais avoir à utiliser. Le plongeur qui a répété des dizaines de fois la même séquence d'ouverture d'écoutille dans l'eau froide d'un bassin d'entraînement. Le contrôleur de vol qui a surveillé une jauge de pression pendant des heures sans rien voir d'anormal et qui a continué à surveiller quand même. Tous ces gens, anonymes pour le grand public, sont les véritables auteurs de cette histoire. Et c'est cela, en fin de compte, qui rend l'exploration spatiale si profondément humaine. Ce n'est pas la machine. La machine n'est qu'un outil. Ce sont les gens. Les milliers de personnes qui ont consacré une partie de leur vie à un projet plus grand qu'elles, sans jamais voir leur nom apparaître dans les journaux, sans jamais recevoir d'applaudissements, sans jamais sentir les eaux du Pacifique sous leurs pieds après 10 jours dans l'espace profond. Ces gens existent. Ils sont à Houston, à Kennedy, à Bremen, à Darmstadt, à Ottawa, à Tokyo. Ils sont dans des laboratoires universitaires, dans des bureaux d'ingénierie, dans des salles de contrôle. Et ce vendredi soir d'avril 2026, ils ont tous, ensemble, fait quelque chose que l'humanité n'avait pas fait depuis 53 ans. Ils ont ramené 4 des leurs de la Lune. Le chemin vers la surface est ouvert. La porte est entr'ouverte. Et derrière cette porte, il y a un monde nouveau qui attend d'être exploré. Pas seulement la surface lunaire elle-même, mais tout ce qu'elle représente. Un avant-poste pour Mars. Un terrain d'apprentissage pour la vie hors de la Terre. Une preuve que l'humanité peut, quand elle le veut, accomplir l'impossible. Bienvenue à la maison. C'est tout ce qu'il fallait dire ce soir-là. Et c'est tout ce qu'il faut dire maintenant pour clore cette histoire. Bienvenue à la maison.